à une contextualisation rapide de l'objet de notre atelier de formation aujourd'hui. Il faut dire que le constat a été fait selon lequel les think tanks en Afrique ne figurent pas sur le top 50 des think tanks dans le monde, en tout cas après les rapports 2019 et 2020 du Go Think Tank, qui a donc fait ce constat. Et notre approche est donc de procéder à un renforcement de capacité des think tanks à travers le continent africain pour leur donner plus de visibilité, pour renforcer leurs outils de travail et leur permettre d'être plus compétitives et donc plus performantes. Et l'objectif donc est de leur permettre au finish d'être capables de partager leur expérience, mais aussi et surtout de capitaliser sur les leçons apprises au fil du temps. Il faut dire qu'entre autres objectifs également qu'il faudra retenir ici, il sera question de permettre aux think tanks d'approfondir leurs connaissances en matière de recherche, aussi d'améliorer leur technique de recherche en leur permettant de proposer, de procéder à des propositions et des présentations scientifiques plus convaincantes et plus riches. Il y aura également, entre autres objectifs, la possibilité que cet atelier de formation donnera au think tank de capitaliser, autant pour moi, sur la communication des résultats de leurs recherches, mais aussi et surtout d'être capable d'implémenter leurs résultats de recherche et de réaliser des monitorings, des évaluations sur les différents projets de recherche qu'ils sont en train de mener. Le module, je l'ai annoncé à l'entame de cet atelier de formation, portera aujourd'hui sur le research design. Le research design, donc, qui sera expliqué et explicité de fond en comble par le professeur Simplice Assongo, qui est avec nous, qui nous a rejoints, que nous aurons la possibilité et surtout le privilège de suivre dans les minutes qui suivent. Il faut dire que le professeur Assongo, Simplice Assongo, pour présenter l'homme, est un Policy Fellow in Economic Affairs at the Carrefour Policy Institute. Or rather, Professor Simplice Assongo is also a distinguished professor. He holds a PhD from the Oxford Brookes University. He is also currently the lead economist and director of the African Governance and Development Institute in Yaoundé, Cameroon, an adjunct professor at the University of Cape Town. He is also a senior researcher, a senior research fellow at the Africa Growth Institute, that's in Cape Town in South Africa. He holds a PhD as a supervisor at the Covenant University of Ota in Nigeria, at the University of Ghana, Accra, at the University of Ghana in Accra, and also at Midland State University. He has a DBA supervisor. He's a DBA supervisor at Management College of Southern Africa. That's in Durban, and research associate as well. So he has many caskets. He's a very knowledgeable expert we are receiving today to handle this capacity building workshop. So without wasting any more time, I would like to welcome Professor Assongo. Welcome, Prof. You have the floor. Thank you, Mr. Ayongba, for the very brilliant presentation. I couldn't do better. May I ask you to upload the slides, please, to put the PowerPoint in place, please. I want to first of all apologize for this technical glitch. The first PC I had, the camera was not coming on. This is the first time it is happening. So please accept my apologies. So without further ado, I would start with the agenda. So dear participants, as it has already been explained by Mr. Ayongba, this workshop is designed to improve the research capacity of independent think tanks in Central Africa. So thank you for attending. The thanks is extended to the Carrefour Policy Institute and corresponding funding agency for the laudable initiative. This is one of many workshops to come within the remit of the same program. So kindly bear with us if all concerns you have are not addressed during this workshop. We expect that it will be very interactive
and we therefore count on you not only to attend, but to also actively participate. I'll begin with a short presentation and then take your suggestions after the presentation. Donc, ma brève présentation sur la conception de la recherche sera faite sur 6 volets. Notamment, je vais commencer avec une introduction, puis je vais aborder les fondements théoriques ainsi que la revue de la littérature. Je toucherai également les données et la méthodologie, et puis la présentation des résultats, avant de donner quelques perspectives sur comment discuter les résultats, et puis les éléments de la conclusion d'un article scientifique. Next slide, please. Donc, en ce qui concerne l'introduction, il y a des éléments de style qu'il faut adopter lors de la rédaction d'un article scientifique. Et l'introduction doit normalement être articulée à répondre à au moins 5 questions fondamentales, notamment, quel est l'énoncé du problème? Qu'est-ce qui a été fait dans la littérature pour résoudre l'énoncé du problème? Quelles sont les lacunes dans la littérature? Comment l'étude proposée vise-t-elle à combler les lacunes identifiées? Quelle est la pertinence du positionnement pour les décideurs politiques? Et la mise en évidence des fondements théoriques et la question de recherche. Enfin, le dernier paragraphe, c'est souvent la structure du papier. Donc, notamment, une bonne introduction peut consister en 6 paragraphes. Et les 6 paragraphes peuvent articuler les éléments dont je viens de vous faire connaître. Next slide, please. En ce qui concerne les fondements théoriques et la revue de la littérature, normalement, la théorie devrait porter sur la façon dont les variables interagissent, c'est-à-dire comment la variable dépendante interagit avec la variable indépendante. La théorie doit aussi étayer la littérature antérieure. Et puis, la théorie doit aussi être articulée de façon à contextualiser le sujet. Et puis, en ce qui concerne la revue de la littérature, elle devrait normalement être une extension des études mises en évidence dans l'introduction du papier. Et puis, la revue de la littérature peut être articulée sur plusieurs volets. Notamment, vous pouvez articuler la revue de la littérature en termes de thèse, en termes de synthèse et en termes d'antithèse, ou bien en termes d'effets directs, effets indirects. Ceci notamment pour éviter le mélange des pédales, parce qu'il ne faudrait pas aborder une idée dans un volet et aborder la même idée dans un autre volet. Donc, l'élément de style qui consiste à présenter la revue de la littérature en termes d'un volet, c'est pour éviter ce mélange de pédales. Et puis, la revue de la section 2 se termine notamment par le positionnement du papier en fonction de la littérature et les éléments, les hypothèses y afférentes. Next slide, please. Déjà en méthodologie. Donc, en ce qui concerne les données, nous avons généralement 2 types de données. Les données quantitatives, ce sont des données sous forme de chiffres et de graphiques qui sont généralement interprétées par des analyses statistiques. Nous avons également les données qualitatives, qui sont des données sous forme de mots, qui sont analysées à travers des interprétations et des catégorisations. Les méthodologies, la méthodologie ou bien les méthodes utilisées. Nous avons les méthodes quantitatives, nous avons également les méthodes qualitatives. Il va de soi que la méthode quantitative est adoptée pour les données quantitatives et c'est normalement, ou bien c'est la plupart du temps motivé par l'objectif de la recherche ainsi que les comportements des données. Nous irons en profondeur au fil du temps. Et puis la méthodologie qualitative aussi est motivée par l'objectif de la recherche ainsi que les informations qui ont été collectées durant la phase de collecte de données. Nous avons aussi la méthode mixte, qui est juste qui est à la fois la méthode quantitative et la méthode quantitative. Et puis, la présentation et discussion des résultats. Normalement, lorsqu'on présente les résultats, il faut mettre en évidence 2 perspectives. Résumer les résultats analytiques de la façon la plus simple possible. Et puis, ces résultats peuvent être présentés sous forme de tableaux, sous forme de figures ou d'autres formes qui sont compréhensibles. Et souvent, lorsqu'on présente les résultats, il va de soi qu'il faut les discuter. Et en les discutant, il y a toujours 2 éléments qu'on prend en compte, c'est-à-dire articuler comment est-ce que ces résultats que nous avons obtenus sont consistants avec la littérature empirique et aussi veiller à ce que nous faisons une petite connexion avec
la littérature théorique existante. Next slide, please. Donc, la conclusion, généralement, s'articule sur le fait qu'il faut revoir la problématique et puis résumer les résultats obtenus et puis donner les implications pour la politique, pour la pratique ainsi que pour la théorique. Et les implications pour la politique consistent souvent à voir comment les résultats peuvent être utilisés par les décideurs politiques. Les résultats, les implications pratiques consistent à voir comment les résultats peuvent être utilisés dans les entreprises, notamment par les entrepreneurs. Et en ce qui concerne les implications théoriques, ça consiste notamment à regarder dans quelle perspective ou bien de quelle manière les résultats peuvent être pertinents pour améliorer les fondements théoriques. Et généralement, on conclut avec les limites et les directions futures pour la recherche. Et ces directions sont suggérées ou bien sont motivées sur les limites que nous avons. Donc, merci déjà pour votre aimable attention. Je vais maintenant prendre vos questions et j'espère que mes réponses seront à la hauteur de vos attentes. Merci. OK, merci bien, professeur Assongo, pour cette ébauche que vous venez de nous faire. Je crois qu'on va davantage évoluer avec le questionnement pour vous permettre de rentrer plus en profondeur sur tous les différents aspects que vous avez développés tout à l'heure, s'agissant de la collecte de données, de la méthodologie, ou encore de la façon dont on peut présenter des résultats de recherche, ou si vous voulez, même de l'utilisation que ces résultats peuvent avoir dans notre société, dans notre quotidien. Il est très important d'avoir tous ces outils. Je voudrais tout de suite passer la parole aux différents panélistes qui voudraient bien la prendre pour poser des questions. Vous avez la possibilité de poser vos questions, soit en déposant votre question dans le chat box, nous allons les relire, ou alors vous pouvez lever la main. J'imagine bien que cette fonctionnalité est activée pour permettre une interaction maximale et optimale avec les différents participants dans le cadre de cet atelier de formation sur le Research Design. La parole à qui voudrait bien la prendre? Nous avons sous la main le professeur Assongo, professeur qui a déjà fait ses preuves ici et ailleurs et qui ne demande qu'à partager ce savoir, ce savoir-faire aujourd'hui avec les think tanks de l'Afrique. Et donc, la parole est à qui voudrait bien la prendre. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Aziz Laïka. Oui, bonjour. Merci de participer. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Aziz Laïka depuis Ngaoundéré. D'accord. D'abord, remercier la Fondation pour les initiatives et aussi à féliciter le professeur pour sa brillante présentation. J'avais aussi une question par rapport à la présentation du professeur concernant la recherche, les variables. Je voulais savoir c'est quoi la variable dépendante et la variable indépendante dans le cadre d'une recherche, de la rédaction peut-être d'un article scientifique, et quel exemple concret pour nous faire comprendre ces concepts-là. Voilà. D'accord. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, je voudrais me permettre, he's asking what is the difference between the dependent and independent variables in a research project. He would like to have more light thrown on that. Thank you, Prof. Déjà, merci. Je ne sais pas si c'est docteur ou bien Monsieur Aziz Laïka pour la question. Donc, une variable dépendante, c'est une variable endogène qui doit être expliquée. Donc, tandis qu'une variable indépendante, c'est une variable exogène qui explique quelque chose. Et je prends un exemple concret. La consommation peut expliquer le PIB d'une nation, d'un pays. Si la consommation peut expliquer le PIB, la consommation sera la variable indépendante, tandis que le PIB sera la variable dépendante. Donc, si vous mettez ces deux variables sur une équation, du côté gauche, vous aurez la variable dépendante qui est le PIB, tandis que du côté droit, vous aurez la variable indépendante qui est la consommation. J'espère que j'ai été clair. Merci.
Merci, prof. Merci pour cette explication très claire. Je suis certain que notre participant a bien saisi le sens et l'explication et qu'il s'en trouve renforcé et ses capacités sont renforcées, en tout cas pour ce qui concerne la différence entre ces deux variables. Nous passons la parole à un autre participant qui aurait une question à poser au professeur. Bonjour, monsieur Ayouba. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le professeur Assongou. Je suis Emmanuel Joakali. Je suis doctorant à l'université de Tchang, mais je suis de la RDC, précisément dans le Grand Nord Kivu. Bon, professeur, tout d'abord, avant, je suis honoré en tout cas de pouvoir bénéficier de cet échange avec vous. J'ai l'habitude de voir vos interactions sur ResearchGate en ligne et vos travaux sur les ressources naturelles. Bon. J'ai deux préoccupations. La première se situe au niveau de l'introduction. Je n'avais pas bien saisi, bon, ça serait aussi la même chose pour la seconde préoccupation. Dans l'arborescence, vous savez que vous avez fait en forme de l'entonnoir en V. Vous avez dit qu'à l'introduction, il faut à peu près 6 paragraphes. Je n'avais pas vraiment bien compris le contenant de ces 6 paragraphes-là. La même chose aussi pour la revue de littérature, où vous avez soulevé tout le fait que bon, dans la synthèse théorique, il y a des aspects qu'il faut mettre dans la revue de la littérature pour essayer d'illustrer les différentes contributions et faire des critiques. Je n'ai pas vraiment bien compris l'explication que vous avez faite là-bas, et aussi par rapport à la synthèse empirique, où vous avez énuméré les effets indirects, positifs, négatifs, tout ça. J'avais besoin un peu que vous puissiez revenir là-dessus pour que ça me permette de mieux comprendre comment est-ce qu'on fait une revue de littérature et aussi l'introduction. Merci beaucoup. So, Prof, we give you the floor. Déjà, monsieur Emmanuel Joakali, merci pour votre question. Vous êtes de l'université de Tchang, mais d'origine congolaise, précisément du Nord Kivu. Donc, votre question porte sur les éléments de style pour motiver une introduction, et puis comment organiser la section 2, notamment la revue de la littérature et les fondements théoriques. Donc, je vais commencer par l'introduction. Généralement, les éléments de style que vous devez adopter dans une introduction doivent être articulés à ce que les réponses à 5 questions apparaissent à l'introduction. Notamment, quelle est la problématique? Qu'est-ce qui a été fait dans la littérature pour combler cette problématique? Quelles sont les lacunes dans la littérature existante? Et que proposez-vous pour combler les lacunes que vous avez identifiées? Et comment est-ce que votre proposition sera comprise par les décideurs politiques? Donc, lorsque vos 5 premiers paragraphes répondent à ces 5 questions, vous avez déjà bien motivé votre introduction. Le 6e paragraphe peut maintenant énumérer les fondements théoriques, tandis que les fondements théoriques ainsi que les hypothèses, ainsi que la question de recherche, autant pour moi. Et puis, le dernier paragraphe, la structure du papier. Section 2 presents section 3, section 4, et ainsi de suite. Ça, c'est déjà pour l'introduction. Donc, je me répète, il faut répondre à 5 questions fondamentales au niveau de l'introduction pour bien motiver votre papier. Et ces questions visent à positionner le papier dans la littérature existante, notamment de dire, voici ce que les autres ont fait, voici les lacunes que j'ai trouvées dans ce que les autres ont fait, voici ce que je propose pour combler ces lacunes, et voici l'intérêt pour les décideurs politiques. Donc ça, c'est au niveau de l'introduction. Maintenant, en ce qui concerne la section 2, c'est généralement divisé en 2 parties. La partie des fondements théoriques ainsi que la partie de la littérature empirique. La partie 2 sur la littérature empirique, c'est juste une extension de la littérature que vous avez engagée à l'introduction. La littérature que vous avez engagée à l'introduction, c'est généralement un petit paragraphe.
Tandis que la section 2.2, c'est juste pour engager cette littérature de façon beaucoup plus détaillée. Donc, maintenant, en ce qui concerne la théorie, les fondements théoriques doivent être motivés sur les variables que vous allez choisir dans votre partie empirique. Donc, comme je l'ai dit durant ma présentation, ces fondements théoriques doivent être motivés sur comment les variables interagissent entre elles, notamment la variable dépendante et la variable indépendante. Après, maintenant, vous devez contextualiser ces fondements théoriques, notamment en expliquant comment la théorie qui est beaucoup plus vague sera d'application, sera applicable dans votre sujet. Et puis, notamment, il faut étayer ces narratives avec la littérature existante. Maintenant, vous avez aussi posé une question sur comment organiser la littérature sur la partie empirique. J'ai souligné qu'il fallait les organiser en termes de volets. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, vous risquez de mélanger les pédales. Et j'ai fait plusieurs mes propositions. Vous pouvez organiser la littérature en termes de thèse, antithèse et synthèse. Je prends un exemple tout simple. Un exemple qui est consistant avec la question que M. Aziz Laïka de l'Université de Ngandéré a posée. Notamment, la relation entre la variable dépendante et la variable indépendante. J'ai pris comme exemple pour étayer sa question, la relation entre le PIB et la consommation. Supposons que vous travaillez sur l'effet de la consommation sur le PIB. Nous entendons par cela que la consommation, c'est la variable indépendante et le PIB, c'est la variable dépendante. Donc, M. Aziz, je réponds à votre question une deuxième fois. Vous allez à la section 2.2 sur la littérature empirique. Vous pouvez considérer le premier volet comme les effets positifs de la consommation sur le PIB. Donc, vous cherchez toute la littérature qui touche ou bien qui sous-tend les effets négatifs de la consommation sur le PIB. Vous allez au deuxième volet, vous choisissez peut-être les effets positifs de la consommation sur le PIB. Donc, vous cherchez la littérature qui est consistante avec cet effet-là. Et puis, le troisième volet peut consister à dire, bon, ce n'est pas seulement les effets directs, les effets positifs, ce n'est pas seulement les effets négatifs, mais peut-être il y a un seuil auquel le signe change. Peut-être initialement, selon les conditions initiales, la consommation a un effet positif sur le PIB, mais après un certain seuil de consommation, l'effet devient négatif. Cela peut consister le troisième volet de la littérature empirique. Donc, en résumé, le fait de scinder ou bien de répartir la revue de la littérature en volets permet d'éviter que vous émettez une idée dans le premier volet et puis vous émettez la même idée au deuxième ou bien au troisième volet. Donc, il faut avoir cette structure-là dans la tête même avant de commencer la revue de la littérature. J'espère que mes réponses ont été à la hauteur de vos attentes. Merci. Merci bien, professeur Assongou. Merci pour ces explications qui reviennent de façon véritablement détaillée sur la structuration de notre introduction et même de notre revue de littérature. Vous avez insisté sur les 6 paragraphes au niveau de l'introduction, ce que chaque paragraphe devait contenir, sur quoi chaque paragraphe devrait s'appesantir. Vous êtes revenu à la revue de littérature pour évoquer le fait qu'il est important de structurer notre revue de littérature en 3 parties, thèse, antithèse et synthèse. Et je suis certain, M. Aziz en a été véritablement édifié. Nous voulons prendre le prochain participant. Il y avait tout à l'heure une main levée, je ne sais pas. Allô? Est-ce que nous avons une autre question pour le professeur Assongou? Oui, allô, oui, c'est toujours Aziz Laïka qui revient avec une deuxième question. D'accord, allons-y. En tant que chercheur débutant, j'aimerais demander un conseil au professeur. Pendant peut-être la collecte des données, après avoir collecté les données, quelle est la méthode à utiliser pour analyser ces données? Faut-il utiliser les logiciels classiques ou faut-il utiliser les logiciels spécialisés ou faut-il utiliser les logiciels des deux? Si oui, quel logiciel peut-être le professeur peut nous conseiller? D'accord. Le professeur a bien noté votre question et il vous répond. Donc, la question a 2 volets.
Le premier, c'est de choisir, savoir quelle méthode adopter après la collecte des données. Et la deuxième, c'est le choix du logiciel pour l'analyse des données. Et si j'ai bien compris. On va commencer par la première question. Le choix de la méthode pour l'analyse des données dépend déjà premièrement de la structure des données et du comportement des données. Ça dépend aussi de la question de recherche. Je vais être un peu plus explicite là. En ce qui concerne la structure des données, vous avez les données en panel, vous avez les données en courbe instantanée, vous avez les données en série chronologique. Donc, le choix de la méthode dépend déjà de la structure de ces données-là. Il y a des techniques d'analyse qui sont consistantes avec les données en panel. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus consistantes avec les données en série chronologique, tandis qu'il y a d'autres qui sont limitées sur les données en courbe instantanée. Donc, ça, c'est d'abord la première. Le premier point souligné. Donc, la structure des données. En d'autres termes, le choix dépend de la structure des données. Deuxièmement, le choix dépend aussi du comportement des données. Je prends un autre exemple. La méthode GMM, par exemple, la méthode du Generalized Method of Moments, la méthode des moments généralisés, dépend de si la variable dépendante est persistante ou pas, et notamment le critère d'information qui permet à savoir si la variable dépendante est d'abord persistante. Il faudrait que le level, c'est le first lax, ait une corrélation supérieure à 0,80, c'est-à-dire les valeurs retardées d'une période et les valeurs à la période T-1 et les valeurs à la période T doivent avoir une corrélation de plus de 0,80. Donc, lorsqu'il y a déjà cette tendance-là, lorsqu'il y a déjà ce comportement, on dit que la valeur dépendante est persistante. Donc, il faut chercher une méthodologie qui permet de prendre en compte ces problèmes. Un autre détail sur les GMM en ce qui concerne le comportement des données, c'est qu'il faudrait que N soit supérieur à T. N, c'est généralement le nombre de groupes, et ça peut être les pays, ça peut être les indices, et ça peut être les individus, mais il faudrait que N soit supérieur à T. Et T, c'est généralement le nombre des années peut-être dans chaque groupe. Donc, s'il y a déjà cet élément-là, ça concourt au choix de la méthodologie. Et puis, troisièmement, ça dépend aussi de la question de recherche. Quel exemple? Donc, si par exemple, vous voulez analyser les faits, je reviens à la première question de monsieur, non, c'est toujours vous, monsieur Aziz Laïka. Si vous voulez analyser les faits de la consommation sur le PIB et vous voulez prendre en compte les conditions initiales du PIB, c'est-à-dire la valeur existante du PIB, vous devez choisir une méthode qui permet de répondre à cette question. Je prends par exemple les questions en quantile. Si la question de recherche, c'est de savoir l'effet de la consommation sur le PIB, quand les conditions initiales du PIB sont prises en compte, vous devez choisir une méthode qui permette à ce que la régression du PIB sur la consommation soit faite sur l'entière distribution conditionnelle du PIB. C'est-à-dire, vous allez analyser l'effet de la consommation sur le PIB lorsque les valeurs initiales sont peut-être les top 25%, et puis aussi analyser lorsque peut-être la valeur initiale est à sa médiane, ou bien peut-être lorsque la valeur initiale est au top 75%, 75%, et ainsi de suite. Donc, en résumé, le choix de la méthode d'analyse dépend de multiples facteurs. Et ici, j'ai élucidé la structure des données. J'ai aussi élucidé le comportement des données. J'ai aussi parlé de la question de recherche. Maintenant, le deuxième volet de votre question portait sur le choix du logiciel d'analyse. Je pense que cela dépend aussi de la problématique et de la technique d'analyse. Parce qu'il y a certains logiciels qui sont beaucoup plus adaptés pour d'autres techniques d'analyse que d'autres. Mais généralement, la plupart des gens utilisent Stata, dont je vous conseillerais.
Il y a aussi eViews qui est notamment qu'on utilise avec le Graphical User Interface qui ne nécessite pas trop de code. Ça aussi, je peux vous le conseiller. Mais si vous avez d'autres questions sur ce sujet, on pourra davantage en discuter. Je suis très ouvert. Vous avez peut-être mon email, donc je pourrais répondre après cet atelier. Merci. D'accord, merci beaucoup, professeur, pour ces réponses très, très élaborées. Merci également de votre disponibilité. Donc, chers participants, le prof réitère que vous pouvez toujours le contacter via son email pour avoir plus de détails sur les questions, certainement qu'on ne pourra pas épuiser aujourd'hui. Nous ouvrons et nous donnons la parole à un autre participant. Yes, allô? Bonjour, professeur, bonjour à tous. Bonjour madame, votre volume est légèrement bas. Si vous pouvez être plus audible, ça sera bon. Bonjour, c'est bon maintenant, s'il vous plaît. Je crois que ça peut aller. D'accord. Je suis Fallon Dondia. Je suis doctorante en études internationales au niveau du Cameroun en intégration régionale. Merci, professeur, pour votre exposé. Et j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, parce que je cite, vous avez dit que dans la conception de la recherche, il faut une introduction, une revue de la littérature, méthodologie, présentation des résultats, discussion et conclusion. J'aimerais donc savoir si au niveau de l'introduction, on peut jumeler directement avec la revue de la littérature. Parce que chaque fois que nous lisons certains articles, nous constatons qu'il n'y a pas véritablement cette partie de revue de la littérature qui ressort. Et aussi au niveau de la présentation des résultats et la discussion. J'aimerais savoir s'il y a possibilité véritablement de jumeler ces deux parties. D'accord, merci madame pour votre question. Je crois que le professeur a déjà commencé à y répondre. Je vais lui laisser le soin de poursuivre la réponse. Merci Ayomba, merci beaucoup monsieur Ayomba. Donc j'ai compris deux questions, ou bien la question a deux volets. Le premier, c'est de savoir s'il faut forcément une section indépendante de la revue de la littérature et s'il faut aussi scinder la présentation de la discussion des résultats. Je vais commencer avec le premier. La section sur la revue de la littérature n'est pas indispensable lorsque les éléments de style que je viens d'articuler sont pris en compte. Pourquoi? Parce que ces éléments de style, au sixième paragraphe, présentent un aperçu des fondements théoriques qui est considéré à la section 2. Et ça, c'est 2.1. Et la section 2.2, c'est souvent une perspective plus étendue de la revue de la littérature que nous avons déjà abordée à la section 1. Le deuxième paragraphe de l'introduction vise à souligner la littérature sur laquelle nous allons positionner le papier. Nous disons X a déjà fait ça, Y a déjà fait ça, Z a déjà fait ça. Moi, je pense que voici les manquements par rapport à cette littérature, c'est-à-dire au troisième paragraphe. Et au quatrième paragraphe, voici comment je compte combler ces manquements afin de contribuer à la littérature existante. Mais dans la section 2.2, c'est juste une extension de la revue de la littérature que nous avons soulignée au paragraphe 2 de l'introduction. Pourquoi? Parce qu'au paragraphe 2 de l'introduction, on disait X a fait ceci. Tandis que à la section 2.2 de la section en fait, sur la revue de la littérature, nous allons dire X s'est focalisé sur tel nombre de pays. X a utilisé telle méthodologie. X a eu ces résultats. Donc, ça peut être un paragraphe par auteur, tandis qu'au niveau de l'introduction, c'est juste une ligne par auteur. Maintenant, avant de toucher le deuxième volet de votre question, j'aimerais vous donner une petite astuce. Lorsque vous présentez la littérature de cette façon, vous la présentez de façon vague. Donc, vous donnez une perspective générale de la littérature existante. Souvent, ce que je conseille aux gens de faire, c'est, après avoir présenté cette littérature vague, vous cherchez un article dans la littérature qui est la plus proche de votre papier ou bien de votre positionnement. Par exemple, vous pouvez dire X
est la littérature la plus, voilà, la plus, the closest story in literature to the present paper. Hein? Et puis, vous étayez comment votre littérature est différente de cette littérature spécifique-là. Parce que c'est souvent très normal de dire, les gens ont fait ceci, j'ai revu la littérature et je pense que personne n'a encore fait ce que je viens de faire là. Pour le bénéfice du doute, les éditeurs peuvent toujours accepter cela parce que c'est un peu subjectif et personne n'est dans votre cerveau pour savoir si vous avez vraiment revu toute la littérature et vous avez constaté que personne n'a fait ce que vous voulez faire. C'est souvent beaucoup plus pertinent de se dire, les gens ont fait ceci, mais moi, je vais étendre cette littérature, la littérature peut-être de Dr. Kwam. Dr. Kwam, en 2013, a publié dans Journal of Economic Studies, et le papier ressemble tellement à mon papier. Maintenant, voici les caractères distinctifs entre le papier du Dr. Kwam et mon papier. Voici les similitudes et voici les éléments qui permettent de distinguer ce papier-là. Lorsque vous consacrez un paragraphe à distinguer le positionnement de votre papier à un papier spécifique dans la littérature, je ne parle pas de la littérature générale, c'est beaucoup plus convaincant au niveau des éditeurs. Donc, en résumé, la section 2 n'est pas nécessaire si vous pouvez déjà résumer la littérature dans l'introduction et étayer l'hypothèse sur laquelle l'analyse va se baser. En ce qui concerne la présentation et la discussion des résultats, souvent vous pouvez les combiner. Hein. Ça, ce n'est pas un souci. Donc, je pense que j'ai répondu aux questions. Merci. D'accord. Merci, professeur. C'est très enrichissant de vous écouter. J'en apprends d'ailleurs pour dire vrai. J'en apprends énormément et je crois les participants aussi, surtout lorsque vous parlez justement du positionnement qu'on doit faire lorsque nous faisons la revue de la littérature, être capable de se positionner, mais en soulignant ce qui nous distingue par rapport à la littérature existante. Je crois que c'est très enrichissant. Et je voudrais partager également, autant pour moi, je voudrais donner la parole à un autre participant dans le cadre de cet atelier de formation. Vous avez la parole. À qui veut la prendre? Bonjour, monsieur le professeur. En fait, ce serait une demande. Hein. Serait-il possible que vous nous partagiez aussi la présentation de monsieur le professeur et, si possible, son adresse email, comme il a dit que nous pouvons de temps en temps lui écrire. Il est disponible pour répondre à différentes questions, même après cette conférence. D'accord, le professeur va y répondre. Oui, je n'ai aucune objection à ce que les slides soient partagés. Et l'adresse email, je vais la mettre dans le chat box maintenant. De toute façon, elle est disponible sur Google. Je suis une personnalité publique. Merci. Merci pour cette disponibilité, professeur. Une autre question, s'il vous plaît, s'il y en a. La parole est à qui veut bien la prendre. Le professeur Assongou nous édifie sur le thème autour du research design. Comment élaborer un projet de recherche. Il revient sur les grandes lignes, les grandes articulations et explique de fond en comble comment nous pouvons nous frayer un chemin au travers de ces différentes articulations, comment bien les élaborer, sur quels aspects il faut s'appesantir. Le professeur revient dessus de fond en comble. Donc, je donne la parole à qui voudrait bien la prendre pour ceux qui ont des questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me passer la parole. C'est un plaisir renouvelé, n'est-ce pas, d'écouter le professeur à la suite du récent atelier sur la rédaction scientifique qui s'est tenu dernièrement à Yaoundé. Je n'ai pas une question en rapport direct. Je suis Pages Kenjo, étudiant à l'Université de Caen. La question n'est pas en rapport directement avec la présentation, mais je voudrais savoir, professeur, s'il existe un cadre réglementaire de la recherche scientifique et si c'est le cas, parce que personnellement, je n'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet. Je crois que à la dernière présentation du professeur, il nous avait parlé
l'éthique dans la recherche, l'utilisation des outils technologiques avancés à l'instar de ChatGPT. Mais maintenant, je voudrais savoir, je reviens encore avec cette question, je voudrais savoir s'il existe un cadre réglementaire de la recherche scientifique et si oui, comment l'adapter à notre contexte actuel. Merci. Le professeur nous en parle. Bon, non, généralement, déjà, merci, Monsieur Kenjo Pages, pour votre question. Normalement, il y a un cadre réglementaire, mon cher ami. Il y a un cadre réglementaire et c'est très important. Il y a ce qu'on appelle Committee of Publication Ethics qui gère généralement. Donc, il y a Committee of Publication Ethics qui gère les publications scientifiques. Donc, il y a des éléments, des règles qu'il faut tenir en compte. Je peux souligner quelques-unes. Et en commençant même avec le ChatGPT dont vous avez souligné sur le deuxième volet de votre question. Dans le ChatGPT, il y a, je pense, 3 règlements qu'il faut tenir en compte. Parce que vous parlez du cadre réglementaire. Vous pouvez utiliser le ChatGPT exclusivement dans le cadre de vous aider dans les erreurs typographiques, les erreurs de grammaire, ou bien pour améliorer vos syntaxes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous utilisez ChatGPT, ChatGPT ne peut pas contribuer de façon significative dans l'article. Parce que toute chose qui contribue de façon significative dans un article, ou bien toute personne qui contribue de façon significative dans un article, devrait être considérée comme un auteur. Et ChatGPT ne peut être auteur des articles scientifiques. Ça, c'est le deuxième cadre réglementaire. Et puis, troisièmement, lorsque vous utilisez ChatGPT de façon significative ou non, vous devez le mentionner dans votre article pour que le référé ou bien l'éditeur soit conscient du fait que vous avez utilisé une intelligence artificielle dans la rédaction du papier. Donc, en ce qui concerne le cadre réglementaire dont vous avez souligné, je viens d'étayer cet aspect avec le premier exemple de ChatGPT. Maintenant, le deuxième exemple peut porter sur c'est quelque chose qui est beaucoup plus récurrent, le plagiat. Le plagiat, généralement, les gens parlent du plagiat, mais moi, je conçois ça beaucoup plus comme un taux de similitude. Pourquoi? Parce que les gens parlent du plagiat, mais vous pouvez avoir 100% de taux de similitude dans un article qui dépend de 200 sources, donc vous avez 0,5% de chacun des sources. En d'autres termes, si vous avez consulté 200 sources et chaque source a moins de 1%, c'est-à-dire la moitié de 1%, 0,05%, votre littérature ou bien votre article est robuste, mais vous aurez un taux de similitude de 100%. Donc, un taux de similitude de 100% n'est pas assimilable au plagiat. C'est ce que Identicate est en train de faire, Elsevier est en train de faire maintenant. Le 16 mars 2023, ils ont passé une annonce et dans cette annonce, ils stipulent qu'ils sont maintenant en train d'améliorer Identicate V.1 pour une autre version plus améliorée, Identicate V.2. Et selon les critères d'information qui seront incorporés dans Identicate V.2, un article avec un taux de similitude de 100% ne serait pas considéré comme du plagiat. Maintenant, quelle est la pratique des journaux? Les journaux ont un seuil. La plupart des journaux se limitent sur un seuil de 20%. Donc, au niveau éditorial, si votre article a un taux de similitude de plus de 20%, l'article est automatiquement rejeté. Si le taux de similitude est moins de 20%, l'article est considéré pour savoir si ça porte un intérêt éditorial. Si ça porte un intérêt éditorial, il regarde un peu pour savoir si la méthodologie est robuste et si la littérature distinctive du journal a été engagée. Si c'est le cas, maintenant, on peut envoyer votre article au référé pour évaluation. Donc, mais il se pose un petit problème. Le petit problème, c'est que généralement, il y a des phrases que vous avez construites dans votre tête et que vous les reproduisez dans les articles, alors que ces phrases sont déjà dans le domaine public. On ne peut pas considérer ces phrases comme du plagiat parce que ça vient de la tête. Il y a aussi des variables les définitions des variables que vous ne pouvez pas changer. Donc, tout cela devrait être pris en compte dans l'élaboration
e-ticket v.2. Donc, Monsieur Pagès Kenjo, il y a un cadre réglementaire. Nous pouvons en parler davantage avec le temps après cet atelier. Merci. D'accord, merci beaucoup, professeur. Je crois que nous tirons vers la fin de cet atelier de renforcement de capacité des think tanks en Afrique centrale. Vous répondez donc à la question de M. Pagès sur le cadre réglementaire et vous évoquez, vous êtes affirmatif en tout cas en la matière et vous dites qu'il y a effectivement un cadre réglementaire en ce qui concerne la recherche. Vous revenez sur le chat equity, en passant par le plagiat, vous faites la différence notamment entre le plagiat et le taux de similitude. Je suis certain que beaucoup en ont appris à ce sujet. Et pour ce qui concerne l'intérêt éditorial, lorsque le plagiat est au-delà de 20%, l'intérêt éditorial est naturellement négatif. En tout cas, merci. Je crois qu'on peut prendre la toute dernière question avant de se séparer. Une question bonus pour qui voudrait prendre la parole. D'accord. Si personne, si on a épuisé toutes les questions. Just a second, please. Okay. Dans le chat box, il y a Diane qui ne fait que dire qu'elle a posé une question. Elle ne fait que répéter. Je suis allé plus haut et puis je vais juste présenter la question pour que tout le monde puisse savoir comment je vais répondre. Alors, merci, professeur. Pour votre présentation, j'aimerais bien comprendre quels sont les avantages et les inconvénients des méthodes qualitatives et quantitatives. Donc, ça, c'est la question de Diane. Donc, je vais rapidement répondre à la question. Généralement, ça dépend de la problématique, de la disponibilité des données et même du feeling. Il y a des questions qui ne peuvent être répondues. Il y a des questions qui n'ont les réponses qu'à travers des questionnaires vraiment. Et vous ne pouvez pas aborder ces questions sans vraiment aller vers les gens. Savoir comment ils se comportent, savoir comment ils répondent à ces questions-là. Donc, il y a des problématiques comme ça où il faut aller sur le terrain, interviewer les gens et puis prendre même leur ressenti, voir même la façon qu'ils se comportent. Donc, la méthode qualitative est beaucoup plus riche dans le sens où ça touche certains éléments que la méthode quantitative ne peut pas toucher. La méthode quantitative, c'est beaucoup plus, voilà, ce sont les données. Tu n'as pas besoin d'aller collecter ces données sur le terrain. Tu peux te baser sur les données secondaires et puis les analyser. Et ça donne des perspectives beaucoup plus générales, sans toutefois toucher certains aspects beaucoup plus fins. Ouais, donc, certains aspects beaucoup plus fins, pardon. Donc, la méthode qualitative, ça dépend de la problématique. Ouais, le choix de du quali ou bien de quanti, ça dépend de la problématique, ça dépend de la collecte, de la disponibilité des données et ça dépend de multiples d'autres facteurs. Ça dépend de beaucoup d'autres facteurs que j'aurai l'occasion d'étayer dans les ateliers qui viennent. D'accord, merci énormément, professeur Simplice Assongo, d'avoir accepté cette invitation, de venir partager avec nous votre savoir, votre expérience sur les questions de recherche et notamment pour ce qui concerne la thématique du jour sur le research design. Je voudrais remercier tous les participants qui ont bien voulu se joindre à nous pour suivre cet atelier de formation dont l'objectif, il faut le rappeler, est de renforcer les capacités des think tanks en Afrique centrale pour leur donner plus de visibilité et leur permettre d'être plus performantes, en tout cas dans les recommandations de politique publique qu'elles font dans leurs différents domaines respectifs. Je voudrais prier ceux qui ont déposé les questions dans le chat box. Nous avons été pris de court par le temps, on ne peut pas continuer, mais le professeur reste disponible à travers son adresse email qui est déposée dans le chat box ou encore dans le cadre des prochains ateliers de capacitation des think tanks que nous aurons le loisir d'organiser avec lui ou avec un autre, en tout cas, qui aura, dont nous ferons le plaisir d'écouter et de qui nous apprendrons également. Merci d'avoir donc été des nôtres. Retrouvons-nous à un prochain atelier qui sera
sur lequel nous allons communiquer, en tout cas au travers de nos médias sociaux, notre site web, nos différentes plateformes LinkedIn, Twitter ou encore Facebook. En tout cas, restez scotchés pour avoir l'information en temps et en heure. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté d'être des nôtres. Bonne soirée, bon après-midi et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.